on ne pense même pas aux conséquences, aux inconvénients. Est-ce qu'il y a des conséquences? Le résultat, c'est que mon repas est doux. Le tchéboujen, le ndolé ou le biokosse, ces repas ont en commun un ingrédient de base, le cube bouillon. Son usage est devenu banal et quasi systématique pour la cuisinière ivoirienne. Pourtant, sur Internet, circulent des articles appelant à bannir les cubes et bouillons des cuisines. Connaissez-vous l'origine de ces petits cubes bruns de bouillon déshydraté que vous jetez dans la casserole d'eau avant de préparer une soupe? Dès la fin du XVIIIe siècle, médecins et philanthropes cherchent dans un grand élan paternaliste à mieux nourrir les pauvres. Ainsi, par exemple, les premières soupes portatives voient le jour un peu partout en Europe. Des bouillons de viande et de légumes réduits et séchés, censés prémunir du scorbut et permettre aux plus défavorisés de retrouver un vague souvenir du goût de la viande. Mais tournons-nous vers les Alpes suisses. Au début du XIXe siècle, l'exode rural a conduit les populations vers les usines et donc détourné les femmes de la cuisine et des potagers. Par conséquent, les ouvriers mangent mal et tombent malades. Alors le médecin, Fridolin Schuler, charge le minotier de Kemptthal, Julius Maggi, de trouver une solution. Et Maggi, dont l'entreprise est en difficulté, invente des farines de pois, de haricots ou de lentilles, auxquelles il suffit d'ajouter de l'eau bouillante pour obtenir une mixture riche en protéines et pas chère. Et comme par magie, la bonne action devient une bonne affaire. Les boîtes de farine se vendent et l'usine de Maggi repart. Bref, tout marche si bien que Maggi ouvre des succursales à Berlin, Paris, Londres ou Vienne. La concurrence n'est pas en reste. Karl Heinrich Knorr, par exemple, crée en 1889 en Allemagne des soupes en tablettes protéinées qu'il baptise Erbswurst, saucisses de pois, et auxquelles il donne astucieusement la forme de saucisse, peut-être pour que les Allemands ne soient pas dépaysés. Quoi ? Vous ne savez pas que le cube Maggi est incontournable dans la cuisine africaine ? Qu'il entre dans la composition de nombreux plats, qu'il s'agisse du ndolé camerounais, de la sauce graine ivoirienne ou du tchéboujen sénégalais ? Au Sénégal, on a même donné un surnom populaire à l'arôme Maggi. On l'appelle le « corrige madame ». C'est que Julius Maggi, en vrai entrepreneur, a très vite compris le parti qu'il pouvait tirer de l'immense marché colonial. Aussitôt, les colonisateurs débarquent en Afrique avec différents produits et marchandises qu'ils entendent écouler sur les marchés africains. Parmi eux, le cube et l'arôme Maggi. Difficile de comprendre l'engouement pour ce petit cube, qui n'est au fond qu'un cube de sel un peu aromatisé, alors que l'Afrique est la terre des épices les plus diverses et savoureuses. Certes, il est facile d'utilisation et se conserve aisément sans réfrigération. Un détail qui compte dans des pays où la température peut atteindre fréquemment les 40 degrés à l'ombre. Mais probablement, son succès est-il plutôt dû à la séduction qu'exerçaient malgré tout les mœurs des colonisateurs. Une séduction qui dure. Sur tous les marchés, dans toutes les boutiques, on trouve le fameux cube sous différentes formes et à toutes les saveurs. Bœuf, volaille, crevettes, piment, halal, dégraissé ou pas. On peut l'acheter en boîte de 100 ou à l'unité. Il reste donc accessible à toutes les bourses. 16 milliards de cubes Maggi sont ainsi vendus en Afrique chaque année. Bon, depuis quelques années, Maggi a un concurrent de taille, le Jumbo, qui nous arrive d'Espagne, connaît par exemple un succès fulgurant. Il faut dire que le Jumbo n'a pas hésité à copier sans vergogne son célèbre concurrent. Mais surtout, mes compatriotes reviennent lentement à la raison et aux condiments et épices naturels. Ils ont compris que certains présentent des avantages nutritifs non négligeables. Le Netetou, par exemple, a été relancé par des coopératives de femmes du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée. C'est un condiment à base de graines de néré, riche en protéines, en oligo-éléments et en vitamine C. Il était temps. La composition des mêmes cubes en Europe et ceux qui sont produits par cette firme à Abidjan pour l'Afrique de l'Ouest ne sont pas les mêmes. Donc on s'aperçoit que déjà le cube ici pour l'Afrique est plus gros. Comme il est plus gros, il contient déjà plus de sel en fait. Et au total, quand on regarde l'ensemble des propriétés,
on s'aperçoit qu'il y a quasiment dans un cube vendu ici 8 grammes de sel. C'est-à-dire qu'un seul cube dépasse déjà l'apport journalier recommandé pour une personne. Alors on sait très bien que dans le contexte ouest-africain, c'est pas une personne qui mange toute seule la sauce, il y a beaucoup de gens. Mais quand on met 4 à 5 cubes dans une sauce le midi, plus 4 le soir, plus tous les apports de sel annexes, parce que souvent les gens, ça c'est l'autre problème, comme ils ne savent pas que c'est que du sel, ils recèlent encore la sauce. Donc il faudrait aussi être en capacité de compter le sel qui vient des cubes, mais aussi d'y ajouter tout le sel qui est rajouté sous forme de sel de table classique. Et tout ça fait qu'on a des consommations de sel qui sont souvent très très importantes, et c'est ces consommations journalières de sel qui vont abîmer la santé des gens et favoriser l'hypertension par exemple. L'apparition à grande échelle de maladies telles l'hypertension artérielle, le diabète et bien d'autres inquiète les spécialistes qui parlent même de problèmes de santé publique. On peut réassaisonner les sauces différemment avec des épices traditionnelles comme le datou, le sumba